YouTube, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2023, que toutes vos résolutions, si vous en avez prises, se réalisent, que vous arriviez au bout de vos buts, de vos projets, que tout se passe pour le mieux pour cette année. Peut-être que je vous parlerai de mes petites résolutions que j'ai décidé de prendre cette année, mais en tout cas pour l'instant je les garde pour moi. On verra plus tard quand j'aurai peut-être avancé dans ces résolutions. Enfin voilà, je vous en parlerai peut-être en temps voulu. Mais voilà, donc je vous souhaite une très bonne année et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan, mes meilleures lectures de l'année 2022. Pas 2023, 2022. Je pensais faire un top 10 entre guillemets parce que je vais pas mettre un ordre particulier à mes meilleures lectures de l'année, mais au final j'ai 8 livres je pense en tout cas que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année 2022. Pas 10 en tout cas qui ne méritent pas spécialement d'être dans mon top de mes lectures de l'année, d'autant plus que j'ai fait pas mal de pannes de lecture cette année. J'ai réussi à atteindre mon challenge de lecture que je m'étais mis, c'est-à-dire 40 livres sur l'année 2022, mais j'aurais aimé arriver à un peu plus quand même, mais c'est pas arrivé, j'ai pas réussi. C'est pas un drame, on se met pas la pression, voilà, simplement je n'ai pas 10 livres qui sont, disons, mes plus grandes lectures de l'année. Donc voilà, je vais vous faire simplement un bilan de mes meilleures lectures qui sont au nombre de 8, si je ne me suis pas trompée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on commençait bien l'année parce que ma toute première lecture de 2022, c'était L'Or. Pas l'Or Olympus, L'Or, j'allais dire l'Or Olympus, c'est une super BD d'ailleurs, enfin roman graphique. J'ai hésité à vous le montrer mais je me suis dit non, on reste dans les bouquins, les romans, plutôt que les romans graphiques ou BD. Si j'en lis pas mal cette année, je vous ferai peut-être aussi une review au niveau des BD et romans graphiques que j'aurais lus, mais je sais pas si j'en lirai autant que ce que je pense, enfin soit, repartons sur le sujet principal. Donc L'Or, le premier livre que j'ai lu, édité aux éditions de Saxus, bien sûr, on voit la magnifique bête. Très bonne lecture, très bonne surprise. Au départ, j'étais un petit peu mitigée, c'est-à-dire que j'avais du mal à rentrer dedans. Je sais pas, je pense que c'est parce que j'avais lu énormément de livres pendant l'année 2021. 62 livres je crois, j'ai jamais lu autant de livres de ma vie. Donc en 2021 j'avais lu énormément de livres et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de mal à rentrer au début dans la lecture. Mais très vite je suis pas mal rentrée dedans, c'était vraiment sympa. Pour résumer grossièrement ce bouquin, on est un petit peu sur un Hunger Games version dieu mythologique grec, si je me trompe pas, grec ou romain, grec plutôt. En tout cas voilà, c'est une sorte de Hunger Games, c'était vraiment chouette. On est sur un one shot, donc il n'y a pas de suite, c'est pas une saga, on est sur une fin, hein. Quand on termine le livre, on a une fin, c'est une fin qui se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin de suite en tout cas. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, le résumé, je vais pas vous spoiler, hein, je vais juste vous faire le résumé de l'histoire. De nos jours, à New York, donc ça se passe à New York, ça fait un petit peu penser à Percy Jackson aussi. J'ai pas lu les livres, j'ai vu le film, ou les films, il y en a 2, je sais plus. Faudrait que je me lise une fois les bouquins de Percy Jackson, mais j'ai une palle tellement gigantesque que je sais pas quand est-ce que j'arriverai à me les caser. Soit. Donc de nos jours à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer, l'Agon. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Donc chaque descendant de chaque famille, il y a les familles de Persée et autres, c'est tout des espèces de héros de la mythologie si je me trompe pas. Je sais plus exactement toutes les familles qu'il y a, il y en a énormément, je vais vous montrer un petit peu, c'est listé dans le livre. Voilà, donc toutes les lignées qui existent, il y a les lignées vivantes et les lignées éteintes. Donc les lignées éteintes c'est là où il n'y a plus de descendants, c'est finito, ou alors peut-être un descendant mais
il va plus se mettre dans la course. Donc il y a la maison de Cadmos, qui sont les Cadmides, la maison d'Ulysse, les Odysséides, la maison de Thésée, les Théséides, la maison d'Achille, les Achillides, la maison de Persée, les Perséides, et dans les maisons éteintes, il y a la maison de Méléagre, les Méléagrides, maison de Bellérophon, les Bellérophonides, maison de Jason, les Jasonides, et la maison d'Héraclès, les Héraclides. Voilà, juste pour résumer les maisons, les descendances. Après que sa famille ait été brutalement assassinée par une lignée concurrente, Laure, le personnage principal, a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme, maintenant un dieu, responsable de la mort de ses proches. Donc la personne, le descendant de sa lignée, qui a assassiné toute sa famille, a tué un dieu lors d'un des agons et est devenu donc le nouveau dieu. Une fois que un des descendants tue un des dieux lors de cette chasse, lors de l'agon, il va prendre les pouvoirs, devenir immortel. C'est le nouveau dieu en fait. Une fois qu'il a tué le dieu il est mort. Ad vitam, c'est fini. Mais lui prend ses pouvoirs et va donc donner la gloire à sa famille, à son ascendance, sa lignée. À l'aube de la nouvelle chasse, 2 participants recherchent la femme. Castor, un ami d'enfance que Laure croyait mort, et Athéna. Athéna, la déesse, l'une des dernières divinités d'origine, qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre le reine ennemi commun. La décision de Laure de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ne sera peut-être pas suffisant pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. Voilà, donc le résumé, il donne l'eau à la bouche, il est vachement intéressant, vraiment pas mal. Donc franchement, n'hésitez pas, il est vraiment bien. Je sais qu'une de mes copines, elle était directement bien à fond dedans. Moi j'ai mis un peu de temps, mais voilà, c'est fort à chacun. Mais en tout cas, très très bon livre, très bonne lecture. C'est assez fluide comme écriture, c'est vraiment très chouette. Voilà. Prochain livre, prochaine lecture coup de cœur, un gros coup de cœur, c'est Le Château de Hurle de, je retire jamais son nom, Diana Wynne-Jones, édité chez Innis Roman, Innis Édition. Je connais pas du tout la maison d'édition, c'est la première fois que je l'ai, en tout cas, un de leurs livres. D'ailleurs la couverture est magnifique, je tiens à dire, regardez-moi ça, elle est sublime. Le Château de Hurle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire qui a inspiré Le Château ambulant de Miyazaki. Donc c'est d'abord un roman qui a vraiment beaucoup inspiré Miyazaki. Et en fait c'est le premier livre d'une trilogie. Maintenant, on n'est pas obligé de lire les 3 livres de cette trilogie, si j'ai bien compris. Chaque livre a sa propre histoire, donc c'est séparé. Ils sont liés par certains personnages, certains moments, mais sinon en soi c'est des histoires à part entière, donc c'est pas spécialement nécessaire de les lire tous les 3. On peut se suffire du Château de Hurle par exemple si vous n'avez pas envie de lire les autres. Je pense qu'un jour je lirai les 2 autres, mais pour l'instant ils sont pas dans ma palle est beaucoup trop grande. Ma palle est en partie derrière moi, c'est bon. Elle est gigantesque, je crois qu'on est à une 40aine de livres, j'exagère, oui, un petit peu. Au cœur de la contrée magique d'Ingari, dans le charmant village de Marché-au-Copeaux, Sophie s'ennuie. Seule dans sa chapellerie, elle a accepté son destin d'aînée de la famille et de vivre dans l'ombre de ses sœurs, résignée ainsi à un avenir routinier. Après tout, tel est l'usage. Lorsqu'un beau jour, la jeune fille a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes, la sorcière des Landes pour ceux qui ont vu le film Le Château ambulant, celle-ci lui dérobe 60 ans de sa vie, la laissant vieille et démunie. Cherchant désespérément un moyen de briser le sortilège, la jeune chapelière sera amenée à pactiser avec le démon du feu, Calcifère, vivant dès lors dans un étrange château ambulant dont les secrets restent entiers. Sophie entame une extraordinaire aventure à la recherche de sa jeunesse volée, prête à reprendre en main son destin. Un périple jalonné de dangers et de rencontres hautes en couleurs. Donc on est vraiment voilà, sur
sur un livre assez particulier. L'écriture est particulière, en tout cas, je ne saurais pas la décrire, je vous avoue, parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu lire comme roman jusqu'à maintenant. Et j'ai vraiment énormément aimé ma lecture. Il faut savoir que l'histoire est très différente par rapport au film de Miyazaki. L'histoire est un peu plus sombre et plus creepy entre guillemets, plus dark, hein, vraiment, que le château ambulant, qui reste quand même assez mignonnet. On a quand même un assassinat, plusieurs assassinats si je me trompe pas, des moments assez, enfin, c'est pas non plus c'est pas le monde des bisounours, quoi. Il faut pas faire lire ça non plus à des enfants, je pense. Mais c'est très sympa. Moi, en le lisant, j'avais le film qui me venait en tête pour avoir les décors, etc. Mais en même temps, l'histoire est fort différente dans le sens où dans le film, on n'a qu'une sœur. Je crois qu'on parle d'une seule sœur dans le film. C'est comme si la deuxième n'existait pas. Et dans le bouquin, elles ont quand même toutes les deux un rôle assez important. On les voit régulièrement dans ce bouquin. Et elles ont vraiment une histoire très importante finalement, qui a été complètement jetée à la poubelle en fait pour le film de Miyazaki. La relation entre Haoru, qui s'appelle Hurle évidemment ici, et Sophie est assez différente dans ce bouquin. Sophie est vraiment plus badass, on va dire, dans ce bouquin que dans le livre, que dans le film. Donc dans le bouquin elle est plus badass que dans le film. Dans le film elle est quand même assez passive entre guillemets, sauf à la fin où elle commence à bouger, quoi, à faire des choses et se battre entre guillemets. Ici dès le début elle pose son opinion, elle dit les choses, elle est vraiment chouette. Il y a d'autres personnages comme le petit apprenti, l'assistant de Haoru, qui dans le film est un petit garçon. Ici c'est un jeune homme, hein, concrètement, qui est d'ailleurs amoureux d'une des sœurs si je ne me trompe pas. Mais donc voilà, très très bon livre, je vous le recommande à 200%. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Prochain livre, donc c'est une de mes dernières lectures de l'année 2022, donc c'est La plus cool des libraires. C'est un petit roman, un petit peu romance, très sympathique, très agréable à lire, ça se lit comme rien. Franchement, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice et c'était assez original. On n'était pas sur uniquement de la romance, en fait la romance est un petit peu... À cause de ce qui se passe au niveau de la vie de l'héroïne, la romance passe un petit peu en second plan et donc elle est là, mais on s'intéresse plus au reste de ce qui se passe dans sa vie, ce qui est assez sympathique. Je vais vous lire le résumé pour que vous compreniez un petit peu mieux. Au début du résumé, on a une petite citation que je vais vous lire. Nina était célibataire, elle allait à des rendez-vous, c'était comme un sport de combat sur internet. Après une dizaine de soirées au cours desquelles elle avait découvert de nouveaux sommets de nullité dans les relations interpersonnelles, elle avait décidé de faire une pause côté amour. C'était vachement plus facile que d'arrêter la caféine. Donc voilà un petit peu le style d'écriture de ce bouquin qui est vraiment sympathique. Nina Hill est libraire. Elle a une culture générale incroyable, un agenda bien rempli et un chat nommé Phil. Que désirer de plus ? Quand on lui rappelle qu'il n'y a pas que les livres dans la vie, elle hausse les épaules et se plonge dans un nouveau roman. Quand Nina apprend la mort d'un père qu'elle n'a jamais connu, elle découvre aussi l'existence de nombreux frères et sœurs, exubérants à souhait, qui veulent à tout prix la rencontrer. Mais pour cette libraire introvertie, parler à des inconnus c'est le bout du monde. Comme un malheur n'arrive jamais seul, elle découvre que son ennemi juré n'est pas insensible à son charme et voudrait mieux le connaître. Nina hésite entre plusieurs options. Changer d'identité, s'exiler sur une île déserte, ou se terrer dans son appartement en entendant que ça passe. Le moment n'est-il pas venu de sortir de sa coquille ? Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire globale de Nina. Donc c'est une libraire qui adore sa vie de libraire, qui a une énorme culture générale,
elle a différentes passions en lien avec ça. Elle a des clubs de lecture qu'elle gère, où elle va faire ses quiz avec son équipe pour faire des tournois entre équipes. D'ailleurs, son ennemi juré fait partie de l'autre équipe de quiz qui réussit à les démolir de temps à autre. Mais donc voilà, c'est tout ce genre d'activité par rapport au livre qu'elle a. Et donc la romance passe en second plan parce qu'elle apprend qu'elle avait un père. Of course, évidemment, sinon elle serait pas née. Mais c'est-à-dire que sa mère lui a toujours caché dans sa vie. Elle voulait pas parler de son père, elle voulait pas savoir qui c'était, elle voulait pas lui dire qui c'était. Il ne pouvait avoir aucune incidence dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'elle n'a jamais su qui était son père. Et finalement, lors de son décès, elle va découvrir qui c'était. Et qu'elle a plein de frères et sœurs, elle a une énorme famille dont elle va devoir apprendre à gérer et faire connaissance avec, alors que c'est une introvertie finie. Voilà, donc je vous recommande vachement cette lecture, c'est très sympathique. C'est très sympathique et très facile à lire. On avance relativement vite et c'est vraiment une lecture très agréable, surtout en mode cocooning en hiver, très agréable. Le prochain livre, ma prochaine recommandation livresque sur l'année 2022, c'est le 4e tome de The Bone Season que j'ai fini. Je m'en remets pas. Comment dire? On est sur un cliffhanger à la fin que j'ai cru que j'allais mourir. C'est-à-dire que le prochain tome n'est pas encore écrit. Notre chère Samantha Shannon n'a pas encore écrit la suite. Et donc comment dire que... Déjà, il faut qu'elle écrive la suite, qui sorte en version originale, donc en anglais. Puis après que ça soit traduit par De Saxius, comment dire que je vais mourir? Si je ne sais pas ce qui se passe en suite. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai commencé à le lire quand il est sorti. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti cette année, si c'était en début d'année. Mais donc j'avais lu une centaine de pages, puis après j'étais plus du tout dans le mood pour le lire. Donc je l'ai mis en pause et je me suis dit que j'allais le relire, enfin le continuer quand je serai enfin dedans. Et bon, c'est arrivé en fin d'année, il aura fallu le temps pour que je m'y mette, mais une fois que j'étais dedans, je ne pouvais plus le lâcher. En fait, je pense que le début était un petit peu long, un petit peu longuet pour moi, par rapport aux autres tomes où j'étais très vite dedans, c'était vraiment intense, à fond dedans. Ici, le début, c'était un petit peu lent pour moi, mais ensuite ça n'arrêtait plus. Je voulais savoir la suite, ce qui allait se passer, et sur les dernières 200 pages, je ne sais plus, enfin en tout cas sur ça on va dire, je n'en pouvais plus, fallait que je sache comment ça allait se finir. Mais gros cliffhanger, je compatis à tous ceux qui attendent comme moi le prochain tome. En tout cas il était incroyable. Je vais pas vous faire l'affront évidemment de vous lire le résumé de ce tome, hein, forcément. Je vais vous dire le résumé du tome 1, comme ça si ça vous intéresse. Ça vous intéressera, d'accord? Ça vous intéressera, c'est une dystopie incroyable. Donc je vais vous lire le résumé du tome 1. Le tome 1 ressemble à ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que vous connaissez Le Prieuré de l'Oranger qui est écrit par la même autrice. Sympa, mais j'ai moins aimé. J'avoue que je suis beaucoup plus fan de cette saga-ci qui va d'ailleurs être réalisée en série. Vous êtes au courant? Il va y avoir une série. Je m'en remets pas. Donc... je vous lis ça. 2059. Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans les esprits des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupée par les Rephaim, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Donc c'est une saga dystopique dans un monde... ça se passe à Londres, hein. Ici on est dans un futur assez proche,
Donc 2059, c'est dans pas si longtemps que ça. Mais là, dans ce monde-là, il y a les normaux et les anormaux, les clairvoyants, les non-clairvoyants, donc les gens normaux qui n'ont pas de pouvoir, oui, non, ils sont tout à fait normaux, ils ont rien, ils vivent leur vie tranquillement. Et donc les clairvoyants, ce sont des gens qui ont des sortes de pouvoirs. Il y a différentes castes. Et donc Marcherev, c'est la caste de Paige. Et donc elle peut bondir hors de son corps, prendre possession d'autres personnes ou se balader dans les terres, simplement. Voilà, donc c'est de bonne season et je vous le conseille à 3000%. Voilà. Ensuite, la prochaine lecture que j'ai beaucoup appréciée cette année, c'est un bouquin de Morgane Moncomble, c'est Falling Again. Voilà, moi c'est mon premier livre de Morgane Moncomble. Le deuxième que j'ai lu de Morgane Moncomble, c'est L'As de cœur, mais j'ai pas spécialement envie de vous en parler dans cette vidéo. C'était un très chouette livre, très bonne lecture, vraiment avec beaucoup de rebondissements, mais c'est pas spécialement celui que j'avais envie de vous parler ici. On en entend déjà suffisamment beaucoup parler, j'avoue. Donc je me suis dit, on va peut-être parler de l'autre Morgane Moncomble que j'ai adoré, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc celui-ci, qui est vraiment assez mignon comme lecture. C'est donc une romance, évidemment. Morgane Moncomble est reconnue pour ça. Mais donc très très mignonne petite lecture. J'aime beaucoup l'écriture, la plume de Morgane Moncomble. C'est fluide, c'est facile à lire, on avance très très vite et on s'attache assez rapidement à ces personnages. C'est vraiment une bonne lecture. Je vais vous lire le résumé. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. Comment vous dire que quand j'ai lu drama coréen dans le résumé, je me suis dit je dois le lire, j'adore les dramas coréens, je veux... voilà. C'est comment me toucher en plein cœur, let's go. 16 ans plus tard, Fleur est devenue écrivaine romantique, mais fauchée, qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Comment vous dire qu'à partir du moment où on liste aussi que l'un des personnages principaux est écrivaine de romance et l'autre crée des jeux vidéo, ça me plaît également beaucoup. Voilà, simplement. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. Donc voilà, on va suivre surtout Fleur dans sa reconquête entre guillemets de Aaron. Ils vont finir en fait par travailler ensemble d'une manière ou d'une autre et donc on va suivre leur évolution, leur petit chemin pour se retrouver. C'est vraiment une très bonne lecture et il y a même quand même un petit drama entre guillemets sur la fin qui m'a vachement étonnée, je m'y attendais pas du tout. Franchement, Morgane Moncomble est très douée pour nous créer des petits suspens, nous créer des petits drames dont on ne s'attend pas, clairement. Donc voilà, très très bonne lecture, je vous le recommande vraiment beaucoup si vous avez envie d'une lecture assez choupie, plutôt que une lecture assez vénère comme l'As de cœur. L'As de cœur ou l'As de pique? L'As de cœur. L'As de cœur. L'As de pique, je l'ai pas encore lu. Mais donc voilà, très très bonne lecture. Alors ma prochaine lecture que j'ai vraiment énormément aimée cette année 2022, c'est ma deuxième lecture ou troisième lecture de l'année 2022 et vraiment gros coup de cœur. J'aurais pas pensé que ça m'aurait autant plu. Mais donc voici le Lys de feu. Je vous en ai déjà parlé comme le château de Hurle et je crois que c'est tout. Je sais plus de quel livre je vous ai parlé, mais donc ça c'est un des bouquins dont je vous ai parlé qui est vraiment un de mes bouquins préférés. Il faut que je lise la suite absolument. Ça commence à faire long. D'ailleurs les 2 tomes suivants sont déjà sortis. Faut que je me bouge le cul. Voilà. Donc je vais vous parler rapidement de ce bouquin, mais on est sur un monde où il y a encore un petit côté surnaturel comme dans Bone Season, mais on n'est pas sur une dystopie. Ça se passe
dans notre monde, mais avec un peu de surnaturel. Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance. Lord Strangeford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries rutilantes de St. James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangeford devront plonger au cœur d'un sinistre complot affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. Donc ce bouquin est édité aux éditions Rivka. N'hésitez pas à aller voir leur petit catalogue. C'est une jeune maison d'édition qui est là depuis je sais pas combien de temps, mais bon, je l'ai découverte quand ils ont sorti Gods of Men, si je me trompe pas. Je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, j'ai le premier tome, il faut que je le lise, mais ça c'est le premier livre de leur édition que j'ai lu, mais très très bonne lecture. On est dans une sorte de policier entre guillemets, dans le sens où le personnage principal, donc Lily, qui a des pouvoirs, qui sait voir l'avenir entre guillemets, qui a des flashs où elle sait ce qui va se passer et qui vont se passer quoi qu'il arrive, même si elle essaie de l'en empêcher, ça va se passer, et donc elle voit le futur qui est pas possible à changer, et pendant des années elle va essayer d'empêcher ces prémonitions de se passer, mais impossible de stopper ces prémonitions bien sûr, et donc elle va entre guillemets laisser tomber et se dire tant pis, je veux plus de ce pouvoir, je veux l'étouffer, voilà, mais son pouvoir va réapparaître avec cette promission qui va parler de son amie, c'est pas sa coloc, c'est sa voisine, mais son amie qui va se faire assassiner en fait, et donc elle décide que elle veut empêcher par tous les moyens son amie de mourir, elle veut trouver qui sera le futur assassin, et donc elle va rentrer dans toute une quête assez faramineuse pour trouver cet assassin, et elle va se retrouver vraiment dans des situations assez cocasses et assez dangereuses pour régler cette affaire, mais elle va trouver qui est le méchant ou la méchante, et elle va faire en sorte de sauver son ami d'une manière ou d'une autre. Je ne vous dis pas ce qui se passe, mais très bonne lecture, ça vous tient en haleine, un peu thriller hein, comme lecture, donc très 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 sympathique. Je suis très curieuse de lire le prochain tome. En tout cas, on est sur vraiment une bonne écriture. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, encore une fois, Jacqueline Benson. Mais voilà, donc on est vraiment sur une sorte de policier, et il y a une toute petite romance qui prend place un petit peu dans ce bouquin. J'espère en tout cas que vous allez le lire parce qu'il est vraiment très 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 bien. Et il faut un petit peu donner de la force à cette maison d'édition qui a pour principe de faire que du relié. Voilà, c'est une maison d'édition qui veut ne faire que du relié et du young adult. Donc tout ce qu'il y a comme bouquin sur leur catalogue, il me semble que c'est du young adult. On n'a pas encore énormément de séries dessus. En tout, il y a le trône de fer, je sais plus, c'est une histoire dans l'espace, il y a Prospering, point, et la phrase sans fin, si je me trompe pas dans le titre. Il y a le Lys de Feu et Gods of Men. Je suis hyper curieuse de savoir ce qui va se rajouter à leur catalogue, mais donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder leur catalogue et à acheter ce petit tome, il est vraiment génial. Ensuite, livre suivant, je n'ai pas le tome en physique, donc je vous mettrai une petite image par ici ou par là quelque part pour que vous voyez de quoi je parle. Donc il s'agit d'un livre de Christina Lorenz, c'est une de mes auteurs favorites en termes de romance, parce que elle a au pluriel, ces deux autrices qui écrivent que des romans si je me trompe pas. Et elles écrivent beaucoup et vraiment très bien. Enfin moi j'aime énormément tous les livres que j'ai lus, je les ai énormément aimés.
Il y a quand même quelques livres que je mets un peu plus haut dans la liste, dans le top de leurs bouquins, mais vraiment j'adore leur plume et leur humour et aussi leur capacité à nous faire rire, mais pleurer en même temps. Enfin, c'est vraiment... Elles sont hyper douées. Et il n'y a pas que de l'humour dans leurs bouquins, il y a des histoires assez tristes, dont celle dont je voulais vous parler, qui est un de mes gros coups de cœur de cette année. Il s'agit de Love and Other Words. J'y allais un petit peu sans savoir à quoi m'attendre, mais j'ai été retournée par cette lecture, et d'ailleurs une de mes copines qui l'a lu après moi, après mes recommandations, elle l'a lu, elle s'en est pas remise. Elle a été complètement chamboulée par cette lecture, elle s'en est pas remise. Plus que moi, je dois dire que j'étais étonnée, mais donc elle a adoré, surkiffé, vraiment, elle en a pleuré. Moi je sais plus si j'ai pleuré ou si j'ai eu simplement les larmes aux yeux, mais c'était assez prenant comme histoire, assez triste. J'en peux plus, dès que je tourne, j'ai mon nez qui me chatouille mais à un point. Ça suffit, punaise. Messi, interne en pédiatrie, prépare sans conviction son mariage avec un homme plus âgé qu'elle, tout en gardant ses distances. Lorsqu'elle tombe sur Elliot, son premier et unique amour, la vie parfaite qu'elle avait construite commence à se craqueler. Jadis, Elliot était tout pour Messi, son ami studieux et maladroit avec qui elle passait des heures à dévorer des livres, à partager mots favoris, peines, victoires, jusqu'à ce qu'il devienne peu à peu l'homme auquel elle ouvrirait son cœur après le décès de sa mère, avant qu'il ne le brise le soir même où il lui déclarait sa flamme. 10 ans après leur rupture, le hasard réunit à nouveau ces deux amoureux de jeunesse, séparés par des mystérieuses raisons. Même si leurs souvenirs sont assombris par ce qui est survenu cette nuit-là, Elliot parviendra-t-il à percer le secret des 10 années de silence de Messi et à la convaincre que l'amour absolu existe, quitte à se dépasser lui-même? Combien de temps faudra-t-il aux deux héros pour découvrir ce qui a mal tourné? Donc vous avez compris, il y a quelque chose qui a mal tourné entre les deux. Le livre se découpe en deux parties entre guillemets. Donc la partie où ils sont jeunes et donc ils sont fous l'un de l'autre, enfin pas au début, ça se fait petit à petit, mais ils deviennent amis, ils commencent à devenir fous l'un de l'autre, et puis la partie où ils sont adultes et qui vont essayer de comprendre ce qui a merdé entre eux, mais voilà, c'est assez intense comme lecture, ça vous fera pleurer certainement. Bon, j'ai une copine qui ne pleurera certainement jamais, parce qu'elle ne sait pas pleurer en lisant des livres, mais ça c'est très intense comme lecture, il faut sortir la boîte à mouchoirs parce que ça va être lourd. Ça va être lourd. En tout cas, je vous le recommande vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas encore découvert l'écriture de Christina Lauren, je vous le conseille en tout cas. Franchement, c'est un sans faute. Ce bouquin, c'est un sans faute. Il faut pas hésiter à y aller en tout cas. Et enfin, le dernier tome dans ma petite liste de mes meilleures lectures de l'année 2022. Je l'ai également pas en physique. Je vous mets une photo d'un côté, je ne sais pas, enfin je verrai très bien. Je verrai où je vais le mettre. Mais il s'agit de The Love Hypothesis. C'est une de mes dernières lectures de l'année et j'ai surkiffé, comment vous dire. Je pouvais pas m'arrêter de sourire et de me marrer en lisant ce bouquin. C'est jamais arrivé aussi fort qu'avec ce livre. Ce qui est assez comique, on ne le remarque pas dans l'écriture, mais c'est une sorte de fanfiction dans le monde réel, on va dire, de Star Wars, les derniers qui sont sortis, donc avec Rey, donc de Rey et le mec aux cheveux noirs, c'est le fils de Han Solo, je ne sais plus son nom. J'ai oublié son nom, mais en tout cas c'est une sorte de fanfiction apparemment de ça, mais l'histoire n'a rien à voir en soi. Mais je vais vous lire donc le résumé, mais c'est une pépite. Franchement, j'ai surkiffé. C'était un truc de dingue. On a forcé notre copine Nana avec Laura à le lire et on est très fiers parce qu'elle a adoré. Mais il a fallu pousser, il a fallu le temps pour qu'elle s'y mette. En tout cas, très 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 bon bouquin. Vraiment, il va vous faire rire, mais à un point, c'est pas possible. Olive Smith, étudiante en 3e année de thèse, ne croit pas aux relations durables. Anne, sa meilleure amie, si. Raison pour laquelle Olive se retrouve dans le pétrin.
Afin de convaincre Anne qu'elle est heureuse en amour, Olive ne peut se contenter d'un simple mensonge. Les scientifiques ont besoin de preuves. Comme tous les biologiques qui se respectent, Olive panique et embrasse le premier homme qu'elle voit. On commence bien. Or, cet homme n'est autre que Adam Carlson, jeune professeur sexy et tyrannique à Stanford. Contre toute attente, Adam accepte de prétendre être son petit ami. Donc on est sur un fake dating au niveau du trope de ce bouquin, mais c'est incroyable. Plus surprenant encore, il est parfait en tout point. Soudain, leur expérience est proche de la combustion et Olive découvre que tester ses hypothèses sur l'amour peut s'avérer dangereux quand c'est son propre cœur qu'on met sous un microscope. Donc on est dans l'univers un petit peu scientifique et universitaire, entre guillemets. Pas qu'entre guillemets, hein, parce qu'on y est, mais donc on est sur le fake dating trope, vraiment très pépite hein, comme trope, c'est vraiment très drôle, et donc on va suivre leurs aventures pour faire croire à sa meilleure amie Anne qu'ils sont bien en couple et qu'elle est heureuse en couple. Pourquoi elle fait ça? Parce que elle est sortie avec un garçon avec qui ça n'a pas duré, hein, ça ne s'est pas passé, ils s'aimaient pas spécialement, donc ils ont vite rompu, mais ce garçon est amoureux de sa copine Anne, et Anne est complètement amoureuse de lui, mais ne veut pas s'en rendre compte, quoi, et donc, et aussi elle veut pas sortir avec lui de peur de briser son amitié avec Olive. L'amitié oblige, on veut pas sortir avec les ex de nos copines, mais pour Olive, elle s'en fout totalement parce qu'elle n'a jamais été amoureuse de lui et elle veut que sa meilleure amie soit heureuse et qu'elle sorte avec lui, que ça soit le grand amour. Donc elle va faire ce coup d'embrasser Adam Carlson et lui demander de sortir avec elle en fake dating, et donc on va suivre leur évolution et c'est beaucoup trop drôle, c'est vraiment une comédie incroyable. S'ils faisaient un film, j'espère qu'ils vont vraiment suivre le bouquin parce que c'est tellement drôle que je serais tellement déçue qu'ils suivent pas à la lettre ce bouquin. Enfin en tout cas, je vous le recommande à 37 000%. Ma copine Laura et ma copine Nana, elles vous le diront, et elles aussi. Allez le lire, il est beaucoup trop drôle. En tout cas, si vous aimez les romances, bien sûr. Mais voilà, donc c'est à lire absolument. Voilà, donc au niveau de mes lectures de cette année, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous recommander en tout cas. J'ai hâte de voir ce que je pourrais vous recommander pour l'année prochaine, en tout cas pour mes meilleures lectures de cette année-ci, 2023. Donc voilà, ce bouquin clôture mes meilleures lectures de 2022. J'espère que dedans vous aurez eu des petites recommandations qui vous intéressent, en tout cas j'espère. Forcément il y a beaucoup de choses là-dedans dont on parle beaucoup sur les réseaux et ailleurs, mais en tout cas c'est mes coups de cœur personnels, j'espère qu'ils vous plairont, qu'ils vous donneront envie de les découvrir si vous les avez pas encore découverts. Mais donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu un de ces bouquins ou si l'un d'entre eux vous intéresse. Et donc là-dessus, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like ou à vous abonner, activer la cloche, ça me ferait super plaisir. Et là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt!